Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette séance et merci aux organisateurs, organisatrices du séminaire de m'avoir proposé de parler de la pluie dans la peinture. Juste en introduction, je voulais rappeler trois petites choses. La première, c'est que ce que je vais vous proposer, c'est plutôt un parcours artistique autour des représentations de la pluie, mais qui ne peut pas être exhaustif. J'ai été impressionné, ou en tout cas interloqué par certaines toiles que j'ai découvertes en partie. Et comme la période que je brasse va être très très large, ne vous offusquez pas si vous connaissez certaines peintures pluvieuses qui ne seront pas montrées aujourd'hui. Je suis géographe, non historien de l'art, donc l'approche elle sera forcément différente de celle que pourrait faire une historienne de l'art, mais en tout cas je vais essayer de montrer comment les artistes se sont emparés de la pluie pour en faire un sujet et essayer de m'interroger sur ce que veut dire montrer un paysage de pluie dans la peinture européenne. Et puis, autre chose aussi, c'est que j'enseigne maintenant à l'école de la nature et du paysage à Blois. C'est une école qui forme des paysagistes concepteurs ou architectes paysagistes, même si le terme n'est toujours pas reconnu par la Fédération des architectes. Une formation en 5 ans. Et je m'appuie pas mal sur l'histoire de l'art notamment pour faire un peu prendre conscience aux étudiants, aux apprentis paysagistes que lorsqu'ils auront à transformer un espace public, à l'améliorer, à y réfléchir, à poser leur carnet de croquis et puis petit à petit leur chantier, que l'histoire a son importance et aussi que les éléments météorologiques doivent être considérés dans leur intégralité. Parce qu'il y a beaucoup de projets de paysage qui se situent sous des ciels bleus, où il ne pleut jamais, où il n'y a pas de neige, où il n'y a pas de vent. Et donc un des objectifs notamment de mes cours, c'est d'un peu de diversifier leur approche pour intégrer toute cette palette, là au sens métaphorique, d'éléments météorologiques. Je vous expliquerai juste après le plan de la présentation. Pour commencer, juste ce constat simple, c'est que dans certaines œuvres, il pleut, comme dans celle-ci, Tempête dans la rade de Venise en 1578, où il est assez clair qu'il pleut, on le voit bien sur l'écran, ça apparaît assez nettement à gauche. Il y a d'autres œuvres où, comme celle-ci de Van Gogh, il ne semble pas pleuvoir, en tout cas c'est le titre de la peinture qui le dit, paysage à ouvert après la pluie, même si on pourrait être un peu, en tout cas on pourrait douter de l'apparition de la pluie dans cette peinture. En tout cas on voit qu'il y a très clairement des flaques d'eau qui se dessinent sur le chemin, donc la pluie est récente et le titre indique qu'il a plu. Et puis il y a tout de même aussi un grand nombre de peintures où le doute est permis. Pleut-il dans cette peinture par exemple? À vous de me dire, j'aurais tendance à dire que non, on voit la lune qui se dégage, il y a des nuages, mais aussi on se rapproche de peintures qui sont un petit peu moins figuratives peut-être. Donc il y a des doutes qui peuvent exister, ce qui aussi définit un corpus plus ou moins fluctuant. Quelques constats partagés d'abord. Il y a eu déjà des écrits sur la pluie en peinture, notamment un article de Céline Flécheux qui dit « Traiter de la pluie en peinture est chose rare et difficile. Choisir de peindre le phénomène atmosphérique qui par définition brouille la vision relève d'un exercice ardu. Les peintres ne s'y sont pas trompés, on ne compte que très peu de représentations de la pluie en peinture. » Et ce constat, il est partagé dans un catalogue d'expositions qui était consacré à la pluie au musée de l'image à Épinal. Ils ont fait un certain nombre d'expositions liées à des éléments météorologiques, notamment la neige. Et dans ce catalogue-ci, il est dit en France, sans Claude Monet et quelques rares peintres à avoir su regarder sans s'effrayer, les peintures de pluie seraient presque absentes des collections de musées. Donc c'était les deux constats initiaux qui étaient posés. Et je me suis demandé si c'était si rare. Est-ce que véritablement, avant Monet, les peintures de pluie étaient très rares? Est-ce que globalement, il était rare de peindre la pluie? Quelques éléments de méthode d'abord. Comment j'ai constitué le corpus qui est très large? Il y a une base de données du ministère de la Culture qui s'appelle plus Joconde, mais qui est le descendant de cette base de données Joconde, où on peut faire des requêtes par mots-clés. Donc tout simplement, j'ai tapé pluie dans cette base de données, et apparaissent effectivement un grand nombre de peintures, enfin un grand nombre, on va le voir, qui montrent de la pluie, sachant que bien sûr, on est limité aux peintures dans des collections publiques,
qui sont exposés ou pas, ou dans des réserves, dans des musées. Donc c'est déjà effectivement un premier biais, collection publique en France et non pas des collections privées. Ensuite, pour compléter cette première approche un peu quantitative, j'ai consulté pas mal de catalogues d'exposition et plus ou moins par un jeu d'écho, de boule de neige, dans un certain catalogue, il est question d'une peinture de pluie qui renvoie parfois à une autre, qui renvoie à un autre catalogue. Le corpus est constitué au fur et à mesure. Je me limite à la peinture européenne, puisque si j'avais intégré d'autres peintures, le corpus aurait été forcément très différent, d'autres images. Et puis je me suis fait aider par Daniel Alexandre Bidon. Chercheur au CNRS, qui est spécialiste des enluminures médiévales. Elle a écrit notamment déjà des textes sur la neige dans les enluminures. Elle travaille aussi beaucoup sur la présentation de l'environnement dans la BD, de façon plus contemporaine. Et elle m'a ouvert tout un domaine d'études que je pourrais montrer que par bribes sur la représentation de la pluie dans l'enluminure de la fin de la période médiévale. Mais je voulais aussi vous en montrer quelques exemples parce qu'il y a des superbes représentations de la pluie qui vont pas mal à l'encontre de l'idée que c'est dans la peinture, disons à partir de la Renaissance, que notamment la pluie a été inventée par les artistes. Non, c'était bien un sujet avant d'être mis en toile dans des peintures. Le plan de la présentation, c'est un parcours en 6 temps principaux pour essayer de vous montrer ce corpus avec des approches peut-être différentes et complémentaires. Premièrement, les espaces de la pluie. Dans quel espace se situe la pluie qui est peinte par l'artiste? Deuxièmement, est-ce qu'on peut interpréter ces peintures pluvieuses à la lumière de certaines connaissances météorologiques actuelles, et notamment le passage du front qui peut s'accompagner de pluie, j'en parlerai. Les saisons, troisièmement, est-ce qu'il y a eu des préférences d'artistes pour certaines saisons marquées plus peut-être par la pluie que d'autres saisons? Les conséquences de la pluie, comment les artistes ont montré la pluie dans les territoires et comment les hommes y font face. Et puis un essai de typologie, qui sera la dernière partie la plus dense, pour déterminer si les artistes ont plutôt eu tendance à représenter la pluie pour dire autre chose peut-être qu'il pleut, ou pour dire vraiment il pleut. Enfin, voilà, j'essaierai de partager un petit peu ce corpus en grandes orientations. Alors à propos des espaces, bon ça va être assez rapide, mais donc la présentation, vous l'avez compris, elle n'est pas chronologique, elle est bien thématique, mais il y a plusieurs toiles qui se situent dans des espaces, des lieux très différents. La ville a été peinte. Alors pour ce qui est par contre de la ville, ce sont surtout des peintures à partir du 19e siècle qui montrent la pluie en ville. Elles sont beaucoup plus rares avant, quelques enluminures, mais même qui montrent la ville très rarement sous la pluie. Bon là, un exemple, mais il y en a d'autres, Camille Pissarro, un effet de pluie à Paris. Effet de pluie, c'est d'ailleurs un terme intéressant qui est vraiment inventé par les impressionnistes, ce terme d'effet de pluie. Il y a des effets de neige, des effets de brume, des effets de brouillard, et on va voir qu'évidemment la période impressionniste a été une des grandes, un grand moment où les artistes se sont tournés vers la pluie parmi d'autres phénomènes météorologiques. On pourrait la regarder de plus près. On sort un petit peu de la ville, la pluie aux portes de la ville, cette fois-ci une enluminure peinte à la fin du XVe siècle, les Carthaginois devant Rome, où là vous voyez ce ciel très gris. Alors Daniel Alexandre Bidon m'a dit que c'était certainement les couleurs originales, puisque je lui ai demandé si c'était peut-être un effet du temps, mais pas du tout. Donc l'artiste a vraiment voulu montrer ce ciel gris, dense, chargé de pluie. Et puis vous distinguez bien la pluie qui tombe. Alors pluie, neige au premier plan, on peut en douter. À l'arrière, on dirait plus quand même qu'il s'agit de traînées de pluie. Mais en tout cas, une précipitation qui tombe bien. Et puis 2 armées qui se font face, la ville qui est représentée sous cette pluie assez battante à l'arrière-plan. Sur le littoral, on a aussi des peintures de pluie. Un jour de pluie, c'est le nom de la peinture, vers 1875, d'un peintre que je ne connaissais pas, François Musin. Mais là, on a des indices pluvieux qui sont peut-être moins évidents parce qu'on distingue mal les traînées de pluie venues du ciel. Mais par contre, on a certains comportements, certains groupes d'hommes qui se protègent bien de la pluie avec le parapluie. Et là, on verra que c'est
aussi une façon un peu de différencier le corpus entre certaines peintures qui montrent la pluie tomber avec ces gouttelettes d'eau qu'on arrive à distinguer, et d'autres pour lesquelles on sait qu'il pleut par la recherche d'autres indices et d'autres marqueurs de la pluie. Ici, les parapluies qui sont, pour 4 d'entre eux, dans cette peinture bien déployée. La pluie en mer, autre sujet de prédilection des articles. Alors, il y a bien sûr plein des peintres, il y a bien sûr plein de peintures, de scènes de marine dans l'histoire. Là, j'en ai choisi une, marine partant d'orage, où on peut supposer qu'il pleut à l'arrière-plan. La pluie, par contre, est rarement représentée, vraiment, elle couvre rarement l'espace du tableau, certainement pour bien montrer le navire, pour que la représentation du navire soit très précise. Donc on a plutôt une pluie qui arrive à l'arrière-plan, une pluie d'orage, et on a rarement la Seine qui est complètement envahie de pluie dans ces scènes, dans ces marines. La pluie en montagne, ou en tout cas ce qu'on peut supposer être de la pluie, là c'est une peinture de Turner que vous connaissez peut-être. Hein. Turner a fait un voyage en 1836, là on est dans le Val d'Aoste, en Italie, pas très loin de Courmayeur et pas très loin du Mont Blanc. Et il s'inspire d'un drame qu'a connu le Val Ferret plusieurs dizaines d'années plus tôt pour représenter cette scène, presque à la Turner, hein, avec cet enroulement de nuages, et puis peut-être cette pluie qui tombe, qui génère ensuite des inondations, ou du moins le cours d'eau qui est gorgé d'eau au premier plan. À la campagne, on a aussi d'autres artistes qui peignent la pluie. Ici, dans la seconde moitié du XXe siècle, une peinture où on voit bien cette fois-ci la pluie qui se conjugue au vent, avec des personnes qui avancent, qui font face certainement à une bourrasque, le parapluie qui est aussi tordu d'un côté, peut-être pour se protéger de la pluie qui vient vraiment de la gauche du tableau, et puis les arbres qui donnent l'indication aussi de la direction du vent, donc une peinture où les éléments météorologiques qui sont représentés convergent pour une lecture assez réaliste, disons, de cette scène météorologique, et puis bien sûr le traitement de ce chemin noyé sous l'eau, avec ses reflets qui est assez caractéristique de la pluie au sol. Et puis une petite aparté sur la pluie en rêve. Alors, c'est peut-être pas vraiment un espace, mais c'est une gravure que vous avez peut-être reconnu son auteur. Là aussi, c'est Daniel Alexandre Bidon, hein, qui m'en a parlé, de Dürer. La nuit du mercredi au jeudi après la Pentecôte, je vis en rêve ce que représente ce croquis, une multitude de trompes d'eau tout bord du ciel. La première frappa la terre à une distance de 4 lieues, la secousse et le bruit furent terrifiants, et toute la région fut inondée. Et sur cette image, on voit ces traînées de pluie qui descendent, et puis là, au centre, alors là, un nuage assez étonnant. Hein. Bon, c'est le rêve qui certainement implique cette vision-là, mais on croirait presque à une explosion, alors qu'il s'agit très certainement peut-être d'un abat d'eau énorme tel que Dürer aurait pu le voir en rêve. Donc voilà, cette première partie, elle essayait de montrer un petit peu quels espaces ont été concernés par la pluie dans l'art. Maintenant, on va essayer de voir comment les artistes ont ou pas représenté le passage du front météorologique dans leurs œuvres. Et ici, ces toiles sont assez réalistes d'un point de vue météo. Excepté cette peinture de Dürer, la réponse, je vous la donne tout de suite, hein, c'est plutôt oui, même des enluminures du XVe siècle, alors que la classification des nuages, comme on le sait, date du début du XIXe siècle, donc que les artistes n'avaient pas les mots pour décrire forcément ce qu'ils voyaient, en tout cas des mots qui ont été catégorisés, classifiés dans ce vocabulaire universel, presque universel. Eh bien, on peut retrouver des types de nuages, on peut comprendre comment le front passe, on peut assez bien distinguer vraiment les différentes étapes, ou en tout cas un moment dans le passage du front, lorsque les peintres se saisissent de la pluie dans leurs œuvres. C'est ce que je vais montrer maintenant. Pareil, en prenant quelques exemples de peintures, peut-être que vous en connaissez certaines. Un peintre pointilliste, Edmond Cross, donc début du XXe siècle, où là on a une scène qui se situe sur les bords de la mer Méditerranée. On est avant la pluie, très probablement, d'ailleurs le titre l'indique, hein, la barque avant l'orage, où on voit à l'arrière-plan, c'est une interprétation, hein, peut-être un front
au plus froid qui passe, on distingue bien en tout cas le ciel qui est voilé complètement avec des nuages certainement assez élevés, couche de cirrus, peut-être cirrocumulus, même qui envahit tout l'étage supérieur de cette peinture et l'étage supérieur du ciel, des nimbostratus qui semblent se former et qui vont certainement générer l'orage qui est en train d'arriver, se rapprocher de ce littoral méditerranéen. Pendant la pluie, là c'est aussi assez... c'est plus flagrant, on a cette bruine qui tombe avec, là je reprends des informations transmises par Martine, des gouttes qu'on devine assez fines, à une vitesse qui ne doit pas être très élevée, et puis des nuages qu'on distingue certainement des nuages de type stratus, des nuages stratiformes, une couverture assez basse, un ciel bas. Alors là, ils sont presque plus jaunes que gris, c'est peut-être un effet de l'artiste, c'est peut-être une certaine lumière qui pouvait exister effectivement dans ce paysage qui a été peint par Paul Sérusier, mais qui installe une pluie fine, assez durable. On voit aussi très bien les flaques d'eau qui se sont déposées à terre. Peut-être aussi inspiré par les estampes japonaises. C'est une œuvre qui est exposée au musée d'Orsay, et il y a toute une interprétation sur leur site où ils disent que Paul Sérusier a beaucoup regardé des estampes japonaises, et effectivement on a ce traitement assez vertical, cette personne au premier plan. Enfin, il y a pas mal d'éléments qui peuvent évoquer l'estampe japonaise qui au XIXe siècle connaît aussi un essor considérable. Oui, comment parler de la pluie sans citer à nouveau Van Gogh. Champ de blé sous la pluie en 1889, cette fois-ci on peut supposer une ondée avec des gouttes d'un diamètre un peu plus épais, une vitesse un peu plus forte, et puis là ces traînées de pluie qui balayent littéralement toute la peinture, du ciel jusqu'au sol, jusqu'au champ que Van Gogh a peint, ces gouttes. Après la pluie, donc là la pluie est passée, le front est passé, peut-être qu'il y en a un nouveau qui arrive derrière, mais en tout cas le ciel peut s'éclaircir ou rester quand même assez couvert. Là aussi, les indices sont nombreux, on voit de la pluie qui est tombée au sol, en tout cas de l'eau. C'est une aquarelle de Vlaminck cette fois-ci, vers 1950. Et puis assez peu d'indices, évidemment, il pourrait s'agir d'un entre-deux, peut-être qu'il va repleuvoir, peut-être qu'on est dans le front mais que la pluie va retomber plus tard. Mais en tout cas, le titre de cette œuvre est « Après l'orage ». Alors bien sûr, il faut être aussi minutieux sur l'interprétation des titres puisqu'ils ne sont pas forcément donnés par les artistes, donc il y aurait peut-être aussi moyen de renommer certaines œuvres, mais je n'ai pas trouvé de grandes incohérences, mais on pourrait potentiellement aussi peut-être l'appeler « Avant l'orage », si jamais l'orage pouvait se remanifester un peu plus tard. En tout cas, c'est ce titre-là qui a été donné. Et puis là, une interprétation un peu plus incertaine, mais sans doute cette brume de Pierre de Valenciennes, une peinture du XVIIIe siècle, alors que le XVIIIe siècle, peut-être que vous commencez à le voir, mais c'est un siècle assez rare dans la représentation de la pluie. Bien sûr, le XIXe a beaucoup plus suscité l'attention des artistes pour représenter la pluie, alors qu'au XVIIIe siècle, c'est moins dans les adages de la peinture classique, il me semble. Donc de la brume, peut-être qui est en train peut-être légèrement de tomber ou à peine de rester flottante sur ce lac. C'est pas du tout incompatible que la brume se forme ici. Le lac Nimi, pourtant le titre dit « Sous la pluie ». Alors là, c'est une interprétation aussi étonnante. Est-ce qu'il pleut vraiment? Est-ce que la brume suscite de la pluie, peut-être plus à droite de l'œuvre qu'à gauche? Est-ce qu'elle est en train de disparaître justement parce qu'il est en train de pleuvoir et que le ciel, ou plutôt l'espace couvert par ce nuage va changer? Peut-être vous avez aussi des interprétations différentes. Et puis aussi, là précisément, à un moment entre le passage de la pluie qui a déjà touché ce territoire, et puis après, on est à la fois avant et après la pluie. Avant la pluie, il y a beaucoup d'indices, là encore, ces rigoles qui occupent le chemin, et puis l'arrivée très certainement d'un passage pluvieux à l'arrière-plan. Bon, on peut en tout cas supposer que la perturbation se déplace de la gauche vers la droite du tableau, donc peut-être que la pluie va arriver à nouveau avec une averse à venir, peut-être plus chargée, vu la couleur du ciel cette fois-ci. Et puis le titre l'indique, un pêcheur fuyant l'orage, ce qui signifie sans doute que dans l'esprit de l'artiste, ces pêcheurs auraient interprété ces nuages comme des nuages d'orage qui sont en train d'arriver vers eux.
Alors à propos du front, cette œuvre, je la trouve assez magnifique, hein. C'est une fresque qui dénote, enfin qui raconte un fait historique, mais qu'on peut très bien analyser si on essaye de voir le front petit à petit avancer, de gauche à droite de l'œuvre. On retrouve sans doute, c'est aussi une interprétation, mais le front chaud plutôt qui progresse donc de gauche à droite, avec tout en haut, on retrouve ces cirrus, hein, ces petits filaments de nuages qui sont présents, ils auraient peut-être été plus denses, des altocumulus qui se forment, le nimbostratus qui va générer une quantité d'eau qui peut être assez importante, et puis les stratus qui sont plutôt à l'avant avec le front froid qui est en train d'être remplacé. On a sans doute un arc-en-ciel, alors représenté aussi assez étonnamment, voilà, cette traînée noire au centre, ce jaune. On ne peut pas forcément bien l'interpréter ici, mais par contre le partage de la peinture en deux fronts semble assez cohérent. Est-ce que vous auriez une idée de quand cette fresque aurait pu être peinte? Mais effectivement, on n'est pas très loin. On est au tout début du XVIe. Ouais, tout à fait. Et donc, à Sienne. Et je trouve aussi, alors oui, dans une chapelle Piccolomini. Et je trouve aussi assez frappant que dès le début du XVIe siècle, les artistes soient aussi fins dans leur représentation, alors qu'ils peignaient pas face à la nature, pas en plein air. Ils pouvaient faire bien sûr des croquis directement en plein air, mais il y avait un rapport un peu plus distancé à la nature et notamment aux éléments météorologiques que les artistes du XIXe siècle qui peignaient en plein air, qui avaient leur palette à déployer en plein air. Non, tu diverges? Non, disons qu'on disait que la partie droite, c'est plutôt le secteur chaud de la perturbation et peut-être le tout petit bout, la fin. Ah oui, ouais, le partage en diagonale. Dans la partie dégagée entre le passage des deux fronts. Ok, voilà. Ouais, donc il aurait fallu décaler un peu le partage entre front froid et front chaud. On peut l'avoir à nouveau sans le... Oui, bien sûr. Donc si on réduit un peu le triangle froid, le front chaud est un peu plus présent. Elle n'est pas représentée en entière, il y a encore une scène en contrebas que j'ai coupée. Est-ce que c'est un livre de Giglio? C'est marqué juste en dessous. Ouais. À propos des saisons maintenant, est-ce que les artistes ont eu peut-être des préférences? Est-ce qu'il y a certaines saisons qui sont plus pluvieuses que d'autres chez les artistes? Alors pareil, la question, elle est difficile vu l'énormité du corpus, hein, il faudrait s'intéresser à certains artistes en particulier. Mais en tout cas, j'ai essayé quand même de me demander s'il y avait des saisons qui étaient plus ou moins peintes pour leur pluie que d'autres. Ça rejoint aussi la question de savoir si certaines saisons étaient plus peintes dans l'art, ou en tout cas à certaines périodes historiques que d'autres. Pour ce qui est de l'hiver, il y a certains artistes qui se sont intéressés à l'hiver, notamment les Hollandais du XVIIe siècle. Haverkamp est un des rares à représenter la pluie. La pluie est quand même vraiment très très rare dans les peintures hivernales et même estivales du XVIIe siècle en Hollande. Mais là, on croit quand même assez nettement distinguer cette pluie à droite, avec ces effets un peu de stries qui composent une partie du tableau et du ciel. C'est le cas aussi en hiver dans un calendrier, le mois de février, avec les heures de Jeanne de Navarre, où dans ce détail du haut du calendrier, on distingue bien la pluie qui tombe, quelques flaques d'eau que vous voyez aussi certainement en dessous, couvrir une partie de la terre, des arbres sans feuilles, symbole de l'hiver, pour les arbres qui perdent leurs feuilles en hiver en tout cas, qui étaient évidemment plus présents à cette époque-là, avant l'acclimatation de plein d'espèces d'arbres plus tardives. Cette toile de Monet, Plus à Belle-Île en 1866, avec ce commentaire que Monet fait lui-même. Après tout, tant pis si on ne voit pas la mer pour une fois, je vais me faire une petite pochade pour me désennuyer un peu. Et là, l'indice, il pleut, mais l'indice de la saison, c'est cette bruyère cendrée qui fleurit, et avec une floraison de décembre à mars. Donc même si au début, on peut être un peu incertain sur la saison, là, la floraison
est un indice de la saison qu'a représenté Monet. On verra d'autres toiles de Monet, puisque la pluie a été peut-être pas un sujet de prédilection, mais en tout cas, Monet a été un des artistes à beaucoup représenter la pluie. Pour ce qui est du printemps, là, il y a aussi beaucoup d'indices qui montrent qu'on est au printemps, la floraison de certains arbres, notamment les arbres fruitiers, la pluie qui semble tomber peut-être à l'arrière-plan, avec bien sûr le double arc-en-ciel qu'on distingue, qui est à peine figuré pour le deuxième pan de l'arc-en-ciel. L'été, alors on retourne au XVIIe siècle cette fois-ci, avec cette peinture, cette eau-forte de Rembrandt, Paysage aux trois arbres en 1643, avec là, par contre, une interprétation un peu différente, notamment dans l'article de Céline Flécheux, qui reprend un critique d'art qui nous dit Rembrandt a travaillé sur un cuivre inachevé de Hercule Segers, qui est un autre artiste. Selon lui, Rembrandt aurait fait tomber la pluie à gauche pour masquer à cet endroit de la planche le travail de Segers. Rien n'est certain, mais des retouches ont été faites sur le cuivre, la partie gauche. Donc est-ce que la pluie est un peu utilitaire pour Rembrandt? Est-ce que c'était vraiment un sujet qu'il voulait ajouter dans son œuvre? En tout cas, la pluie n'est, à ma connaissance, pas du tout représentée sinon par Rembrandt. Donc l'hypothèse, cette interprétation, elle paraît assez plausible dans l'idée. Pourquoi sinon Rembrandt n'aurait pas C'est une question technique. couvert? Les traits se marquent sur le cuivre. Mais il aurait pu le faire peut-être ailleurs. Pour d'autres œuvres, je ne sais pas. On arrive à l'automne. À l'automne, cette fois-ci, on revient à Paris, une œuvre exposée au musée Carnavalet, le boulevard Poissonnière sous la pluie, avec là des indices qui sont notamment le type de feuilles présents sur les arbres. On est peut-être à la charnière de l'automne et de l'hiver, selon si les feuilles sont tombées ou pas. Ça reste un indice visuel assez frappant de la saison, bien sûr la végétation. Hop. Après ce passage des saisons, le corpus il nous donne aussi quelques informations sur les conséquences de la pluie. Il y avait bien sûr certaines conséquences qui étaient déjà visibles dans des peintures précédentes, mais il y en a d'autres pour lesquelles les conséquences, on va le voir, sont assez diverses. Tout d'abord, se protéger de la pluie. Cette fois-ci, une image qui montre un soldat troyen, c'est Énée et Didon, à droite du tableau, et puis un soldat troyen qui se protège de la pluie par son bouclier. Peut-être une des plus anciennes représentations de la pluie, en tout cas sur une image occidentale, où on distingue aussi les traînées de pluie. Alors il y a des traînées qui sont liées à la conservation de l'œuvre, disons, à son état, mais il y a aussi des traînées plus noires qui semblent bien correspondre à de la pluie. Et dans les interprétations que j'ai lues de cette œuvre, en tout cas, les critiques d'art convergent vers l'idée que ce bouclier, il n'est pas là par hasard, il est bien là pour se protéger de la pluie par ce soldat qui attend. Alors que l'autre reste peut-être plus stoïque, plus fidèle, ça fait peut-être écho à la venue de François Hollande qui reste bien face à la pluie, complètement sans protection autre que ouais, que son chapeau. Se mettre à l'abri, on l'a déjà vu avec d'autres peintures lorsque des personnes fuient l'orage. Ici, c'est une œuvre de Paul Signac qui montre Saint-Tropez, l'orage qui arrive à Saint-Tropez, une belle représentation aussi du ciel, très, très chargé certainement, très noir, avec cette tartane, ce bateau qui rentre au port. Fuir la pluie à nouveau, mais cette fois-ci à terre, un paysage romain où là on a, semble-t-il, des personnes à nouveau qui vont courir pour évacuer, pour se mettre à l'abri de l'orage qui approche, et c'est assez cohérent par rapport à ce ciel qui se couvre de nuages beaucoup plus noirs à droite du tableau. Continuer à travailler malgré la pluie. Ici, une activité qui a pas totalement disparu, mais qui s'est beaucoup rarifiée, le fait de ramasser le varech sur les côtes. C'est cette activité des goémoniers à pied, sous la pluie, qui semble être quand même sous une averse battante. Alors la qualité de la reproduction que je vous montre, elle n'est pas excellente, mais on distingue quand même très bien ces abats d'eau massifs, et puis ce travail dans la boue,
dans une ambiance météorologique assez sombre. Ouais. Ressortir après la pluie, là, c'est aussi une interprétation, mais une image que m'avait transmise Martine, cette fois-ci de Peter Bruegel le Jeune, où on distingue à nouveau une pluie qui tombe à l'arrière-plan du tableau, et peut-être que les patineurs et toute cette société se mettent à apprécier l'extérieur une fois la pluie passée, plutôt que d'être en train justement de profiter de cette scène avant qu'il ne pleuve. On peut supposer pareil que la perturbation est allée d'ouest en est, ce qui est assez concordant vu le défilé des perturbations qui peuvent toucher les Pays-Bas, vu aussi que les peintres peignaient surtout vers le nord. Donc on peut se dire que la perturbation est en train de s'évacuer petit à petit vers la droite du tableau, et puis que ses habitants ressortent profiter des joies de l'hiver sur la glace ou à côté de la glace. Contempler la pluie tomber, c'est aussi une activité, on peut dire, qui a été peinte par Munch, la pluie en 1902, où là vous distinguez à l'arrière-plan, cette fois-ci vraiment des traînées pluvieuses avec ce pinceau qui a dû vraiment faire une verticalité de peinture à l'arrière-plan, et puis ces personnes qui sont plus ou moins, qui sont juste couvertes d'un chapeau, qui regardent cette pluie, peut-être ce paysage sous la pluie, tomber à l'arrière-plan. Très localisé dans l'espace, vous voyez qu'il pleut vraiment juste au-dessus d'eux. C'est aussi certainement peut-être un effet esthétique, là je ne peux pas interpréter totalement, mais c'est sans doute un choix de l'artiste d'avoir vraiment cadré les personnes de dos, ces deux jeunes filles sans doute, et puis l'averse à l'arrière-plan. J'en arrive donc à cet essai de typologie pour voir comment, quelle est l'intention des artistes par rapport à cette représentation de la pluie. Est-ce qu'il y en a une? Et peut-être, est-ce que ça implique une forme d'attention des artistes plus particulière à certaines pluies que d'autres? Et là, je dégagerai 3 grands types de représentation de la pluie, pareil, qui balayent toute cette période. Donc c'est toujours vraiment très, très générique. On pourrait faire des zooms sur certaines périodes. Mais en tout cas, il y a peut-être 3 grands types de représentation de la pluie qui se distinguent. Premièrement, la pluie plutôt symbolique pour dire autre chose qu'il pleut, où la pluie n'est peut-être pas là pour s'inscrire pleinement dans le tableau en tant qu'objet paysager, mais parce que l'artiste choisit d'ajouter de la pluie ou de représenter un paysage, une scène sous la pluie pour dire autre chose. Et cette autre chose, il est assez multiple. Ça peut être d'une part, alors là c'est peut-être anecdotique, mais la pluie en tant que devise, à nouveau une image transmise par Daniel Alexandre Bidon, où la duchesse de la Trémouille, qui se prononce Trémouille, a sa devise avec sous la forme de pluie, parce qu'on la faisait rimer apparemment avec mouille, et donc on distingue à l'arrière-plan, enfin pas à l'arrière-plan, mais pardon, en haut, des gouttelettes de pluie qui ornent ce blason. La pluie, source de la colère de Dieu, c'est aussi une autre représentation qui a été choisie par certains artistes. Cette fois-ci, une allégorie peinte par Véronèse en 1573. Bon, là, on voit très bien quelle est l'origine de la pluie, certes un nuage, mais au-dessus Dieu. Et il y a d'autres images qui reprennent ce même code. La pluie, source du déluge, aussi beaucoup de peintures qui montrent le déluge, pas beaucoup non plus par contre qui montrent la pluie. On voit un déluge d'eau, une inondation, enfin un surplus d'eau en tout cas qui va toucher un territoire, mais parfois la concomitance avec la pluie qui tombe, elle n'est pas forcément exacte, puis ça signifie d'autres types d'interprétations du déluge peut-être, mais en tout cas dans cet hiver de Poussin très connu, exposé au musée du Louvre, on voit bien la pluie qui tombe à l'arrière-plan. Et puis la question du sublime, qui est aussi un moment artistique, en tout cas, disons, qui peut rassembler un certain nombre d'artistes et qui montre à la fois cette fascination pour un certain type d'événement dans le paysage et aussi cet effroi que suscite cet événement-là. L'exemple de l'avalanche dans les Alpes est très connu, mais il y a aussi certaines peintures d'orage qui peuvent tout à fait se rapprocher de cette catégorie du sublime. Ici, l'orage dans les Alpes d'Alexandre
Calame, on voit cet orage à l'arrière-plan, un trait très noir qui est en train de se former. Et puis le cours d'eau qui pour l'instant est déjà assez nourri en eau, mais qui probablement va peut-être se gorger d'eau un peu plus suite à la précipitation. Au premier plan, on voit aussi un conifère qui a été abattu. Est-ce par le passage d'une avalanche en hiver, par le passage de l'eau qui est descendue des pentes un peu plus tôt? En tout cas, voilà, tout concourt peut-être pour donner ce caractère à la fois fascinant et effrayant à la pluie qu'Alexandre Calame a inséré dans cette toile. La deuxième catégorie d'œuvres correspond plutôt à la pluie en tant qu'objet scientifique, où là, il s'agit certainement pour les artistes de représenter la pluie parmi un certain nombre de météores, mais pour l'étudier, pour en donner une représentation qui peut être interprétée scientifiquement avec la science de la prévision du temps, notamment qui a été à différentes époques étudiée, travaillée. On va en voir quelques exemples. Premièrement, c'est dans Barthélemy Langlais, il y a aussi beaucoup de traités en Moyen-Âge qui s'intéressent aux météores. Dans le livre des propriétés des choses, il y a un chapitre qui est consacré à l'air et aux phénomènes météorologiques, avec un rappel ou des citations directes des météorologiques d'Aristote. Et il y a notamment un très grand nombre de représentations de types de nuages. Là aussi, c'est une découverte que Daniel Alexandre Bidon m'a indiqué. Alors les images ne sont pas très bonnes, mais il y a une vingtaine de nuages différents, notamment certains nuages plus pluvieux, certains nuages où il est beaucoup plus rare qu'il pleuve de ces nuages-là, et vraiment avec un objectif d'étude scientifique de ces nuages. Il l'appelle les impressions de l'air. Ce terme aussi, impression, il délimite presque le début de la période, et puis il marque bien sûr la période impressionniste, mais en tout cas c'est un terme qui a déjà été utilisé à cette époque, en commençant par le nuage, l'arc-en-ciel, la rosée, la pluie, la goutte de pluie, la bruine, la grêle, la neige, le brouillard, l'orage, l'éclair et la foudre. Et on a toutes ces représentations qui sont imagées dans des petites scènes qui donnent vraiment une part très belle au nuage. Le livre de la propriété des choses, on doit être au XIVe siècle. Barthélemy Langlais. Cette fois-ci, une pluie avec à nouveau un arc-en-ciel très ramassé. Donc on est au XVIe siècle. La pluie qui s'accompagne aussi de la représentation de cette plante. C'est un botaniste enlumineur qui la compose. Et bon, vous distinguez très bien aussi ces trompes d'eau qui s'abattent à l'arrière-plan, certainement pour symboliser aussi peut-être les types de temps idéaux dans lesquels cette plante se plairait. C'est une plante, hein. Ah oui. Ouais. Et puis Constable, je voulais juste quand même montrer une œuvre de Constable, parce qu'il a aussi peint beaucoup de ciel pluvieux avec cette étude de paysage marin avec un nuage de pluie. Et on sait aussi que Constable était très intéressé par cette classification des nuages. Il a fait beaucoup d'études de ciel et de nuages, dont certains peuvent donner de la pluie. Et le dernier peut-être type de représentation pluvieuse des artistes, c'est celui dont se sont surtout saisis les artistes au XIXe siècle, où la pluie fait partie peut-être intégrante du paysage, où sans la pluie, la peinture ne serait pas la même. Il ne s'agit pas d'ajouter de la pluie à un paysage préexistant, que ce soit dans l'imaginaire de l'artiste ou même dans son travail, mais de dire que la pluie est peut-être l'alpha de la peinture, ce qui génère l'intérêt de l'artiste peut être la pluie. C'est ce que dit Céline Flécheux. Là, je la rejoins en partie. La pluie ne devient phénomène pictural qu'au XIXe siècle, quand les peintres cherchent à rendre compte des phénomènes de modification de la vision par les moyens de la peinture. Donc, en tout cas, elle le qualifie de phénomène pictural, et il est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui se mettent à peindre la pluie au XIXe siècle. Par contre, on peut dire aussi qu'il y a eu d'autres artistes précédemment qui ont représenté la pluie, alors peut-être pas au rang de phénomène pictural, mais qu'en tout cas, la pluie ne naît pas au XIXe siècle en peinture, du moins. Parmi les météores éphémères, là c'est aussi un paysage où, comme on l'a vu déjà précédemment, il y a une pluie qui tombe et puis d'autres météores dans cette scène qui compose un paysage. Ce coup de vent de Camille Corot
dans la seconde moitié du XIXe siècle, où là on distingue à nouveau la pluie qui tombe à l'arrière-plan, les arbres qui sont inclinés, alors peut-être naturellement parce que la vitesse, enfin l'orientation du vent fait qu'ils sont de toute façon inclinés, mais là on voit par contre des feuilles qui semblent se détacher de ces nuages, de ces arbres, donc il est bien en train de venter, peut-être par rafale assez fort dans cette œuvre-là. La pluie révélatrice de lumière urbaine, là aussi une interprétation assez similaire, que sans la pluie, l'artiste Eugène Gallien-Lialou ne se serait peut-être pas forcément intéressé à cette scène-là. C'est bien la pluie qui va transformer cette scène avec ses lumières, ses jeux de reflets sur le sol parisien, qui sont bien sûr très différents s'ils étaient secs que s'ils étaient humides, comme dans cette toile. On distingue la gare de l'Est à l'arrière-plan. La pluie parmi d'autres eaux, où la pluie converge avec la mer ici, Gustave Courbet, La Trombe, à Étretat en 1870, où là, à nouveau, cette pluie qui tombe, mais cette fois-ci qui éclate dans la mer, au point qu'on peut bien supposer que c'est la mer qui crée l'écume ici sur la roche, mais il y a cette convergence entre la pluie qui tombe du ciel et puis l'eau de mer qui attaque ce rocher au centre, cette falaise, au centre de l'œuvre. Céline Flécheux à nouveau, que l'on observe ces paysages, ces bords de mer ou ces scènes sociales tournées vers la représentation du labeur, Courbet apparaît de façon constante comme le peintre de nuages faisant de la pluie l'essence même du geste pictural sur la toile. Ça peut peut-être se dire aussi de Monet, on en verra bientôt un exemple, mais ici, voilà, sans la pluie, évidemment, le paysage ne serait pas du tout le même, et peut-être que Courbet ne se serait pas intéressé à ce type de paysage s'il ne voulait pas le faire exister sous une pluie battante. Et puis cette œuvre-là, créatrice d'ondes, que j'ai aussi découverte pour cette présentation, est-ce que vous auriez une idée de l'artiste ? Caillebotte. Oui, c'est Caillebotte. Vous n'avez pas mis le parapluie, non ? Ouais, c'est vrai. un indice aussi de pluie, le parapluie. Alors oui, il y en avait d'autres à certains moments, mais Ça, c'est du Caillebotte tout craché. c'est du Caillebotte, effectivement. Hier, la pluie, musée d'art de l'université de l'Indiana, c'est la seule peinture, en tout cas, que j'ai trouvée, qui montre la pluie sur un cours d'eau avec cette précision du cercle généré par la goutte qui tombe, enfin, cette multitude de cercles qui tombent, qui s'entrecroisent les uns avec les autres. Peut-être la pluie qui tombe des feuilles des arbres. Est-ce qu'il pleut? Il doit pleuvoir vraiment, vu quand même la densité de gouttelettes d'eau, mais là, on ne voit pas la pluie tomber, si ce n'est par ces ondes qui se forment sur le cours d'eau. Jour pluvieux de Paul Klee, alors là, ça, évidemment, à partir du XXe siècle, quand l'art se fait moins figuratif, l'interprétation est plus difficile, mais juste montrer que la pluie a aussi été un sujet d'inspiration pour certains artistes plus contemporains, notamment Paul Klee et ce jour pluvieux, où là, on peut voir la pluie un peu partout, on peut distinguer certaines portions du tableau qui sont peut-être plus pluvieuses que d'autres, certains nuages. Moi, je suis moins à même de commenter cette œuvre-là, mais du moins on a cette couleur par contre de la pluie qui est là, du nuage. Et puis en habitant à Tours, je voulais quand même vous montrer une œuvre d'Olivier Debré, même s'il n'y a aucun indice direct que Olivier Debré représente la pluie. L'œuvre s'appelle Orange, gris, bleu. Est-ce que c'est vraiment de la pluie? Est-ce que dans l'imaginaire de l'artiste, c'est de la pluie qu'il a voulu représenter? Aucune certitude, mais peut-être que ça résonne avec des images de pluie que vous avez en tête. Donc on peut l'ajouter à ce corpus. Ouais, j'en arrive donc à la conclusion. Pour dire un certain nombre de constats. D'une part, que dans les paysages peints, la pluie n'est pas si rare. Même dès les enluminures, des artistes ont peint la pluie, alors avec différentes représentations, différentes envies, différentes attentions à la pluie. Qu'il y a plusieurs types de pluie qui sont représentés. Là, il faudrait aussi creuser l'étude, voir si peut-être à certaines périodes où certains artistes se sont intéressés à peindre plutôt une ondée, plutôt une bruine, plutôt une averse, est-ce que ça joue aussi dans cette forme de classification des œuvres en fonction des types de pluie représentés. Des pluies associées à certains nuages,
où là encore, certains artistes vont peut-être avoir tendance à représenter des ciels bas de stratus où la pluie est plus faible, et puis d'autres artistes qui vont s'intéresser à l'orage, on a d'autres types de nuages qui sont représentés et qui génèrent d'autres formes de pluie. Une forme d'apogée pendant la période impressionniste, c'est indiscutable. Alors est-ce que aussi c'est le poids de la période impressionniste toujours aujourd'hui dans nos représentations, dans notre réception, qui fait que le corpus est assez chargé en peinture de cette période-là? C'est bien sûr questionnable, mais en tout cas ça reste des œuvres connues, exposées et facilement, que l'on peut trouver facilement, qui, pour un certain nombre d'entre elles, montrent de la pluie, avec ce terme effet de pluie que je rappelle. Et puis bien sûr, cette présentation, elle est cantonnée à la peinture européenne, je le redis, mais si j'avais inclus d'autres artistes, les conclusions auraient été tout autres. Et puis il y a donc aussi des marqueurs de la pluie qu'on peut interpréter, ou en tout cas qui nous disent qu'il pleut bel et bien dans cette œuvre. Le titre de l'œuvre, alors aussi à prendre certainement avec des pincettes, dans certains cas, notamment certaines œuvres où il est indiqué, comme on l'a vu, avant, après la pluie, mais on pourrait peut-être réinterpréter ces titres-là si ce ne sont pas eux qui ont été donnés par les artistes. Des types de nuages, certains qui sont pluviogènes, donc qui peuvent générer de la pluie, d'autres qui ne le sont pas. Donc là, ça donne un indice effectivement sur ces marqueurs de la pluie en regardant le ciel. L'eau générée par la pluie, elle peut apparaître à certains endroits dans la peinture, elle apparaît dans l'air, elle tombe des nuages, elle peut apparaître au sol, on l'a vu à travers les flaques d'eau, notamment sur les chemins, sur les pavés parisiens, et elle peut apparaître sur l'eau, c'est ce qu'on a vu avec Caillebotte qui le montre avec un certain éclat, des reflets de lumière que suscite la pluie au sol, ou même des jeux de lumière avec les plans différents qui sont traversés par ce passage de la pluie. L'augmentation des débits dans les cours d'eau, alors ce n'est pas un marqueur évidemment direct puisqu'il a pu pleuvoir avant, mais on a vu qu'il y avait certaines peintures qui étaient assez synchrones, avec des cours d'eau qui semblent se grossir d'eau, les débits qui augmentent, et puis la pluie qui tombe à l'arrière-plan. Des comportements humains très divers, se protéger, faire avec, contempler, qui sont un nouvel indice de la pluie, certaines attitudes face à la pluie qu'on peut assez bien distinguer dans ces œuvres. Et puis peut-être certaines couleurs, certaines lumières qui existent ou qui sont captées par les artistes après le passage de la pluie, ce qui va donner une tonalité à ces œuvres-là particulières, d'où là encore l'idée que certains artistes se sont certainement concentrés sur la pluie parce qu'elle permet ces couleurs et ces lumières. On pourrait dire que, en tout cas, certaines œuvres de ce corpus, elles évoquent ce terme, ce concept qu'a forgé McHugh, qui est un géographe, chercheur à Londres. Il parle de weathering, c'est l'idée vraiment de vivre avec le temps qu'il fait, d'expérimenter au quotidien le temps qu'il fait, et que cette expérience, cette culture de la météo, qui va forger petit à petit une culture climatique. Il a ces deux termes qui ont été ensuite repris dans certaines publications, qui sont vraiment pensés ensemble. On habite un lieu et on y expérimente la météo, et ça forge une forme d'identité météorologique, et puis par extension des années, petit à petit, par extension, par connaissance de la variabilité des saisons et des différents éléments météorologiques, une identité climatique. Ces peintures, elles montrent aussi des modalités de vivre avec la pluie très différentes selon les lieux. Il faudrait à nouveau s'intéresser peut-être à certains artistes en particulier, à certaines périodes. Et puis, une typologie, donc des façons de vivre avec la pluie. Est-ce que cette typologie, elle serait très différente si j'avais choisi un corpus peut-être limité à certains lieux, peut-être, je ne sais pas, à la Bretagne, aux Alpes, aux montagnes, à Paris? Il y aurait aussi certainement des formes de composition, de vie avec la pluie et de composition artistique qui seraient à interroger. Et je termine juste par cette œuvre de Monet, qui n'est pas une œuvre où il pleut, comme vous le voyez. La falaise à Pourville le matin en 1897. Je vous laisse imaginer cette même scène lorsqu'il pleut, parce que Monet l'a peinte aussi. Et vous voyez que les lumières, tout va se transformer assez radicalement. La pluie, donc précédemment, en 1866, on retrouve cette falaise, mais tout a changé presque. Et voilà, c'est un petit peu aussi ce que j'essaye
de montrer aux étudiants, aux paysagistes concepteurs qu'intégrer notamment la pluie transforme complètement les paysages. Et pour un projet de paysage, c'est indispensable de l'intégrer pleinement. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis un petit peu intimidé de parler de peinture parce que je n'ai pas du tout l'habitude de le faire, mais j'ai bien pris des notes, j'ai écouté l'exposé précédent et ça va m'aider un peu à le faire. Je vais vous parler donc, oui, cet article que j'avais fait, il est devenu le premier chapitre de ce qui était ma thèse et qui est devenu un livre ensuite, le 14 juillet sous la pluie. C'est-à-dire que je m'étais engagé dans une recherche sur les métaphores naturelles. Donc la pluie qui m'intéressait a priori, c'était une pluie métaphorique. La pluie, les orages, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques. Et puis je suis tombé sur ce 14 juillet 1790 où il a plu, alors que tout était fait pour qu'on puisse dire que c'était une belle journée, que le soleil sanctionnait la révolution et prouvait qu'elle était une bonne chose et qu'elle apportait la lumière. Et c'est de cette contradiction-là que j'étais parti, et ça m'avait beaucoup aidé à travailler sur les métaphores, en allant du côté des métaphores vives, en allant du côté d'une réflexion sur la tension entre les termes rapprochés, et pas du tout sur l'idée que ces métaphores étaient des clichés ou des stéréotypes assez pauvres finalement. Et donc je remets le métier sur l'ouvrage aujourd'hui pour vous parler de ce tableau qui est au musée Carnavalet, qui est l'une des plus belles pièces des collections du musée Carnavalet sur la Révolution française. Et ce tableau a été particulièrement bien mis en valeur lors de la dernière réorganisation assez importante de ces collections sur la Révolution. Je n'ai pas recherché la date, mais c'est il y a 2-3 ans maximum. L'année dernière seulement ? Depuis l'année dernière, donc, il y a une salle presque entière sur ces festivités de juillet 1790 et sur le grand jour, même si les festivités ont duré au moins une semaine, le 14 juillet 1790. C'est l'un des rares tableaux devant lequel on peut s'asseoir. Il y a une banquette. Le musée Carnavalet, c'est petit. Surtout ces salles-là sur la Révolution, elles ne sont pas très grandes. Alors on peut s'asseoir le nez un peu sur le tableau, mais on peut quand même prendre le temps et y rester. Donc, vous êtes venus pour la pluie, et probablement, et assurément, vous la voyez déjà. Et on retrouve des choses que nous avons vues à l'instant dans l'exposé d'Alexis. Mais il faudrait pouvoir faire l'expérience auprès d'un public qui ne sait pas qu'on va parler de la pluie. Que voit-il ici? Que répondrait-il si on lui demandait quel temps il fait sur ce tableau? Il a bel et bien plu le 14 juillet 1790, jour de la fête de la Fédération. Il a beaucoup plu. Nous en avons de nombreux témoignages écrits ou dessinés. Cependant, pour mémorable qu'elle ait été pour celles et ceux qui l'ont subi, la pluie du 14 juillet n'est pas le principal événement de cette journée et n'est pas un événement en soi. Ce n'est pas un orage désastreux comme celui du 13 juillet 1788. Ce n'est rien qu'une pluie froide et abondante, assurément contrariante au milieu du mois de juillet et fort désagréable lorsque l'on passe la journée dehors, ce qui a été le cas de centaines de milliers de personnes ce jour-là. Si cette pluie est importante, et si elle soulève des questions d'interprétation et de représentation très riches, c'est précisément parce qu'elle vient contrarier l'événement organisé ce jour-là et qu'à certains égards, elle peut sembler le contredire. La fête de la Fédération est annoncée comme une fête de l'unité de la nation. 1 an après la prise de la Bastille, elle doit marquer la fin des divisions. Ses promoteurs recourent abondamment à la symbolique traditionnelle de la pluie et du beau temps pour dire que le temps du beau temps est arrivé. Par exemple, sur l'autel de la Patrie, que vous voyez plutôt à gauche, au milieu, mais décalé sur la gauche, vous avez un certain nombre de représentations, de gravures, sur la première face de l'autel, dressé au milieu du champ de Mars, je lis une description dans un ouvrage qui rend compte de la fête. Voici ce qu'on peut voir. Une belle femme écarte et dissipe les nuages qui l'entourent, et sa beauté brille dans tout son éclat. On lit au-dessus Constitution. Et sur l'arc de triomphe que vous voyez tout à fait à gauche, vous avez des inscriptions. Je vous en lis une. Tout nous offre un heureux présage, tout flatte nos désirs, loin de nous écarter l'orage et combler nos plaisirs. Donc, vous voyez la symbolique, elle est très claire, elle est encore une petite.
Marie-Joseph Chénier, grand poète, dramaturge et poète officiel de la période révolutionnaire, consacre 2 strophes dans l'hymne qu'il écrit pour l'occasion, consacre 2 strophes au soleil. Soleil qui, parcourant ta route accoutumée, donne, ravit le jour et règle les saisons, qui, versant des torrents de lumière enflammée, mûrit nos fertiles moissons, feu pur, œil éternel, âme et ressort du monde, puisses-tu des Français admirer la splendeur, puisses-tu ne rien voir dans ta course féconde, qui soit égale à leur grandeur. Les journaux et les annonces plus prosaïques ne sont pas en reste. Ainsi, on peut lire dans l'une des publications qui annonce l'événement qu'il sera beau le jour de l'Alliance des Français. Le sens météorologique n'est pas évident, mais pris dans ce réseau, voilà, on est à la moitié du mois de juillet, après tout, à la mi-juillet, il y a toutes les raisons qu'il fasse beau. Or, il pleut, il fait assez froid, et le journal de Paris du 15 juillet 1790, donc dès le lendemain, est très précis sur la question. Je vous lis un extrait. « Il pleuvait depuis quelques jours. Aujourd'hui, jour qui eût été si digne d'un beau soleil, il est tombé des torrents d'eau. Avant de s'être ordonnés pour leur marche, avant d'avoir fait un pas, les représentants de la nation étaient inondés. Un parapluie servait quelquefois à 3 ou 4, c'est-à-dire qu'ils n'en couvraient aucun. Nous étions entre 2 eaux, il y avait de quoi se désoler. » Je prends cet exemple d'abord pour son intérêt documentaire, mais c'est un texte très travaillé, très écrit, assez admirable, surtout pour un texte publié dès le lendemain. Et comme tous les textes, il propose une interprétation et il donne un sens à la pluie. Le Journal de Paris, à ce moment-là, soutient très nettement la Révolution et la fête de la Fédération. Et le journaliste continue. Il y avait de quoi se désoler, nous avons pris un meilleur parti, tout se tourne facilement en joie lorsque la joie est au fond des âmes, nous avons pris le parti de rire de notre désastre, le long de notre parcours, nous avons trouvé partout les mêmes dispositions. Et un peu plus loin, oui, donc la pluie est présentée par le journaliste comme un révélateur de l'état d'esprit des participants, de la fête, qui sont réunis non seulement par leur aspiration commune aux promesses de la journée et de la Révolution, mais aussi par cette expérience de la pluie partagée. Et donc, un peu plus loin, je lis encore, « À ce même moment, la pluie recommença avec plus de fureur, et dans toute l'étendue des terrasses latérales, les spectateurs, se couvrant de leurs parapluies serrés les uns contre les autres, formaient au-dessus de leur tête comme une espèce de toit de taffetas de couleurs variées. Bientôt après, la pluie a cessé, et les parapluies repliés ont laissé paraître plus de 100 000 spectateurs. » Donc la pluie contribue aussi au pittoresque de la scène, telle qu'elle est racontée par le Journal du Paris. Elle participe à la beauté du spectacle, par les couleurs des parapluies. Elle participe à la variété aussi de ce qui est montré, de ce qui est visible, avec le jeu d'apparition et de disparition des spectateurs. Et donc l'opposition de départ, qui fait de la Fédération une belle fête malgré la pluie, s'estompe. La pluie elle-même contribue à la réussite de l'événement. Mais c'est le talent de celui qui écrit ce texte qui fait cela. Donc ça, c'est dès le lendemain. Et avant de vous parler de ce tableau qui est daté de l'an 4e de la Liberté, c'est-à-dire de 1792, donc 2 ans après, je voudrais vous montrer quelques-unes des images d'actualité, puisque des événements comme celui-ci suscitent de très nombreuses publications imprimées, textes et images. Et donc Thévenin, j'en dirai un mot dans un tout petit instant, Charles Thévenin, quand il peint ce tableau, peut-être qu'il a quelques souvenirs, on ne sait pas s'il était là vraiment le jour de la Fédération, mais ce qui est certain, c'est qu'il a à sa disposition des imprimés, des récits et des images. Alors sur ces images, voilà, en voilà une par exemple. La Fédération fête le 14 juillet 1790, la nation, la loi et le roi. Pas de nom d'auteur, un nom d'éditeur, Basset. Vous avez une image très lumineuse, avec une gloire autour du médaillon en haut, la nation, la loi et le roi. Donc, cette gloire qui rappelle les rayons du soleil. Et puis, on est vraiment dans quelque chose de très lumineux, mais on a quand même les parapluies qui sont là dans les tribunes. Alors, dessinés comme ça pourrait bien être des parasols, mais
la lecture du journal de Paris me fait penser qu'on a peut-être là un petit indice, un petit reste de la pluie. Mais on ne garde que les couleurs vives des parapluies dans cette image, dans cette représentation absolument solaire de la fête de la Fédération. Avec un calendrier, c'est fait pour être affiché, c'est imprimé, puis la couleur est ajoutée à la main. Voilà. Mais c'est des images comme on en a dans très nombreuses maisons à Paris. Voilà. Une autre, cette fois la pluie est là. Des beaux traits bien droits, bien obliques. Ce n'est pas du tout le même angle que celui de Thévenin, mais le ciel a quelque chose à voir avec son ciel à lui. Et c'est encore plus net sur celle-ci dans le partage, la lumière qui arrive par la gauche, la pluie qui tombe encore au fond à droite. Et puis, celle-ci, je vous la montre parce que ça, c'est quasiment le point de vue adopté par Thévenin. C'est considéré, dans le seul article que j'ai trouvé sur le tableau de Thévenin, mais je n'ai peut-être pas beaucoup cherché, c'est considéré comme son inspiration principale, sauf que lui, ensuite, a décidé de se placer plus bas, à cet endroit-là, mais plus bas, plutôt au niveau du sol, pour pouvoir représenter aussi la tribune dont on voit un côté à droite. Et ici, il n'y a pas grand-chose, il y a le ciel, c'est peut-être des éléments discrets, effectivement, qu'on retrouve mieux marqués dans le tableau de Thévenin, avec la pluie surtout au fond à droite. Voilà, ça ce sont les images d'actualité. Et donc, Thévenin, on sait peu de choses sur lui. Thévenin, donc, je vous l'ai dit, date son tableau de l'an 4e de la Liberté, c'est-à-dire 1792. Mais on ne sait même pas si c'est au début ou à la fin de 1792, ce qui pose un problème qui explique pourquoi on sait si peu de choses sur ce tableau, c'est que le 10 août 1792, le roi a cessé d'être roi. Or, le roi, il est important le jour de la fête de la Fédération, puisque c'est la fête de la Réunion. C'est la fête dont l'objectif est de dire que l'Assemblée et le roi ont réussi à se mettre d'accord, à avoir des objectifs communs et à prêter serment ensemble pour le bien de la nation. Alors, le tableau a été acquis. Je vais vous remontrer le tableau, même si j'ai une autre image qui est en attente là. Je vais remettre le tableau. Ce tableau a été acquis en 1988 seulement par le musée Carnavalet. Je dis bien 1988. Et on ne sait pas quelle est son histoire avant. Qui l'a commandé? On ne sait pas. Où a-t-il été visible? En tout cas pas dans des lieux publics. Thévenin expose une prise de la Bastille au salon de 1793, mais il n'expose pas sa fédération. Il est né en 1764, c'est donc un jeune peintre. Il a obtenu le premier prix de peinture, ou prix de Rome, en 1791, après plusieurs tentatives et plusieurs seconds prix ou troisième prix les années précédentes. Mais il ne part pas à Rome parce qu'il est occupé, dit-il, peut-être occupé à finir son tableau de la fête de la Fédération. Un élément un peu plus important dans son histoire publique et connue, il a rencontré, semble-t-il, un certain succès avec cette gravure. En tout cas, on trouve des échos dans la presse. Gravure représentant la prise de la Bastille et qui a été annoncée en octobre 1790 et dont les journalistes qui en ont dit quelques mots ont dit du bien. Ça n'est pas non plus un dessin d'actualité, une gravure de la prise de la Bastille publiée fin 1790, plus d'un an après les événements, mais alors est-ce un dessin d'histoire? Oui, c'est un dessin d'histoire dans une histoire récente, brûlante, en voie de constitution, dans un ensemble de publications importants. Beaucoup de libraires, d'imprimeurs se lancent dans des collections de textes et d'images de la Révolution, et en particulier des tableaux de la Révolution, des collections de gravures. On s'abonne pour recevoir des gravures qui représentent l'histoire de la Révolution, livraison par livraison. La demande du public est très forte, et donc Thévenin
l'une des premières fois où on entend parler de Thévenin, c'est l'une des seules fois d'ailleurs où on entend parler de lui, c'est à l'occasion de l'annonce de la publication et de la mise en vente de cette gravure de la prise de la Bastille. Voilà. Donc, toujours est-il qu'en 1792, nous ne sommes plus en 1790. La fête de la Fédération est la mémoire d'un événement, d'un moment passé. C'est une sélection et donc Thévenin travaille, je l'ai dit déjà et je le répète, peut-être à partir de souvenirs personnels, mais assurément à partir de matériaux existants, textes et images de l'événement. Et donc la question que je me pose à partir de là est de savoir ce qu'il reste de la pluie du 14 juillet dans ce tableau. Que reste-t-il de la pluie du 14 juillet dans ce tableau? Quelle sélection d'éléments fait Thévenin? Comment est-ce qu'il la représente? Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment on peut le lire et l'interpréter? Alors, on retrouve, donc, je repère 3 éléments. Peut-être que vous en verrez d'autres et qu'on pourra en discuter. D'abord, les nuages noirs qui occupent la plus grande partie du ciel, avec des traits droits et serrés qui représentent une pluie forte. Plutôt à droite, mais quand même sur une grande largeur du tableau, et à l'arrière ou en haut, comme vous voulez, quelques agrandissements. Alors ce tableau, il fait partie d'un programme de la ville de Paris de numérisation en très haute définition, ils ont appelé ça gigapixel, et donc on peut pas les télécharger en très gros, mais on peut naviguer dans le tableau et l'agrandir à l'extrême, c'est très commode pour... à partir du site du musée Carnavalet ou du site Paris Musée. Et simplement sur la page consacrée au tableau, dans le bas de la page, on a accès à cette numérisation qui permet d'agrandir de façon très impressionnante le tableau. Donc voilà un exemple, un gros plan, un autre, un peu plus à droite, on voit bien ces traits gris. Autre élément, les parapluies, ils sont là, beaucoup plus discrets, tout petits, j'aurais pu grandir un peu plus. Vous voyez, vous en avez tout au long des gradins, mais vous en avez aussi un, je pense, en haut, sur l'Arc de Triomphe. Et puis, un élément nouveau dont je n'ai pas trouvé d'exemple dans les quelques gravures antérieures, une belle flaque d'eau, ici, plutôt au premier plan, et d'autant mieux mise en valeur qu'un cheval passe à ce moment-là et fait quelques éclaboussures avec son sabot. Alors, quelle lecture peut-on faire de ces éléments? D'abord, on doit se poser la question d'une lecture symbolique. La lecture symbolique est toujours possible. On peut voir ce tableau comme un tableau montrant le triomphe de la lumière sur l'obscurité. La pluie s'en va, la lumière arrive. On pourrait même hésiter sur le tableau vu comme ça ou vu de loin. On peut hésiter. Est-ce que ces traits droits, est-ce que ces rayons obliques représentent la pluie ou la lumière qui perce les nuages? On sait par les témoignages et par les relevés météorologiques du Journal de Paris qu'une éclaircie a eu lieu en fin de journée. Certains ont écrit que c'était précisément au moment de la prestation de serment. On n'est pas obligé de les croire, mais on voit bien la symbolique de cette information-là. Et c'est le choix que fait un autre peintre qui s'appelle L, on a l'initiale de son prénom, L. David, c'est un homonyme du grand David, et lui a choisi de représenter la prestation de serment de Lafayette, général de la Garde nationale, sur l'autel de la Patrie, et la représente de cette manière-là. Et dans son tableau, vous voyez qu'on trouve les mêmes traits avec la même orientation, mais là, c'est jaune, c'est de la lumière. Et la comparaison des deux, alors, en fait, l'accrochage au musée Carnavalet, excusez-moi, je vous montre, je fais 2 parenthèses. D'abord pour vous dire que, pardon, je me perds. Il y a peu de pluie, il y a des nuages très noirs, mais pas de pluie. Mais quand même, vous voyez l'Arc de Triomphe derrière Lafayette?
regardez-le en plus grand, les parapluies sont là. Donc les parapluies sont aussi présents. Donc ça, voilà, je n'ai pas grand-chose à en dire, je remarque qu'ils sont à nouveau là. Et voilà l'accrochage au musée Carnavalet. Vous avez un effet de superposition un petit peu. Là, je l'ai pris de côté, mais je vous le montre là avec un visiteur qui était là dimanche, qui reste sur ma photo. Il y avait du monde. Voilà, là on a vraiment, et alors si on le voit comme ça, on a l'impression que c'est les mêmes rayons lumineux. Mais encore une fois, donc, enfin, les deux lectures sont possibles. On a un effet assez proche, surtout quand on rapproche les tableaux. Quand on regarde de près, la différence de couleur me semble assez nette. C'est bien de la pluie sur l'un des tableaux, les rayons du soleil sur l'autre. Et puis, c'est le moment où je voudrais dire un mot aussi. Je vous remontre une autre chose que montre la comparaison. Ici, vous voyez quelque chose qui n'est pas sur le tableau de Thévenin, c'est le vent. Vous voyez le mouvement du drapeau. Je l'ai mis en gros plan, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Et ce mouvement du tissu poussé par le vent me semble assez proche du serment du jeu de paume, de l'autre David, Jacques-Louis David. Serment du jeu de paume dont l'histoire est assez comparable à celle de la fête de la Fédération de Thévenin. Les deux tableaux ont été peints au même moment, vers 91. Et les deux tableaux représentent des moments de serment. Les deux tableaux sont là pour représenter l'unité de la nation nouvelle. Sur les deux tableaux, vous avez aussi, ça c'est pas mon sujet, mais un jeu de portraits. Vous avez ici beaucoup de visages de députés qui sont reconnaissables. Sur la droite, vous avez les députés, on peut en identifier un certain nombre. Mais donc, vous avez pour les deux tableaux un même destin comparable. Thévenin, il a fini son tableau, mais on ne sait pas ce qu'il en a fait, il l'a caché, il ne pouvait pas le montrer, parce qu'il n'y avait plus droit. Et David, il n'a pas fini le serment du jeu de paume, parce qu'il n'y avait plus droit, et qu'un certain nombre des députés qui étaient mis en valeur sur son tableau n'étaient plus du tout en odeur de sainteté, si tant est que cette expression ait du sens dans le contexte révolutionnaire. Ce qui m'intéresse, je vous le disais, c'est le vent là, et puis j'ai choisi ce dessin-là. Alors, je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Vous voyez l'éclair sur cette version-là du serment du jeu de paume. Avec le coup de vent, il y a la foudre qui frappe la chapelle là-haut. Sur l'esquisse qui est aussi au musée Carnavalet et qui est peinte, qui est en couleur, elle est là. L'esquisse qui est au musée Carnavalet, elle est là. Il n'y a pas d'éclair. Mais sur le dessin, qui est à Versailles, je crois, il y a un éclair. Voilà, il y a un éclair. Et donc, pour eux, on est dans quelque chose qui relève, je crois, de l'esthétique du sublime. C'est la foudre qui frappe, une foudre bénéfique ou un coup de vent bénéfique, une rupture, un moment admirable, soudain, de révélation d'une ère nouvelle. Et Thévenin, précisément, ce n'est pas le choix qu'il fait sur son tableau. Il n'y a pas de vent, il y a une temporalité assez différente dont je vais vous dire un mot. Alors, donc maintenant, voilà ce que je propose de dire, ou les questions que je soulève sur la lecture symbolique possible de ce tableau. Et maintenant, je voudrais réfléchir plus rapidement à la composition du tableau et à la représentation de la temporalité, justement. Je vous disais que les deux David ont choisi un moment, un instantané sur le moment, un moment précis. Et là, on peut hésiter, encore une fois. La lecture la plus simple, c'est d'illustrer le tableau par le vieil adage « après la pluie, le beau temps ». Ce que les commentateurs qui ont écrit sur la journée ne se sont pas privés de faire. Je vous lis l'extrait d'une pièce de théâtre de Collot d'Herbois, plus tard membre du comité de salut public, mais Collot d'Herbois était d'abord dramaturge
écrivain à succès avec l'almanach du père Gérard, mais là, sa pièce, c'est La famille patriote. C'est une pièce de circonstance, écrite en quelques heures, dont la première représentation est donnée le 17 juillet. Donc 3 jours après la fête de la Fédération, vous pouvez aller voir la fête de la Fédération au théâtre, dans La famille patriote. Et La famille patriote se finit par un vaudeville, dans lequel on reprend le chant Ça ira, qui est le grand chant de juillet 1790. Tout le monde le chante, tout le monde en réécrit des paroles nouvelles. Et ce vaudeville commence par ce couplet. Oh ça ira, ça ira, ça ira, toujours le beau temps succède à l'orage. Oh ça ira, ça ira, ça ira, au champ de Mars, le ciel nous le prouva. Voilà. Cette lecture, elle reste possible sur le tableau de Thévenin. On a un mouvement de l'obscurité qui s'en va et de la lumière qui arrive. Mais on peut aussi la nuancer. François Massé de l'Épinay, qui a écrit un article sur ce tableau, remarque ce qu'il appelle des anachronismes, puisque le tableau représente plusieurs moments différents de la fête. Le serment sur l'autel, le serment du roi face à Lafayette venu jusqu'à lui, à droite, le serment des gardes nationaux, beaucoup plus désordonné, un peu partout, au premier plan, la liesse populaire, les réjouissances, et on peut penser de la même manière que la pluie et le beau temps sont dans un rapport de simultanéité, que ce sont deux aspects de cette journée, deux manières de la voir, toutes deux présentes sur le tableau. Pour vous en convaincre, je vais essayer de faire une troisième lecture à partir des personnages et de leurs attitudes. Le roi, j'ai oublié de faire un gros plan sur le roi. Je me trahis, c'est une ruse de mon inconscient. Mais vous le voyez, il est là, tout à fait à droite, et il tend la main. Alors évidemment, il prête serment. Et je n'ai pas trouvé, je ne trouverai jamais d'interprétation qui dit qu'il tend le bras pour voir s'il pleut encore. Mais ça, c'est mon regard qui est déformé parce que mon regard n'est pas formé à ce geste de prêter serment en tendant le bras. C'est quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de voir et que, ne le reconnaissant pas, je m'imagine quelque chose qui probablement n'existe pas ni dans l'esprit du peintre, ni dans celui de ses contemporains qui ont pu voir son tableau. Mais tout de même, ce que je connais dans un journal qui s'appelle Les Révolutions de Paris, qui est le journal de Prud'homme et de Loustalot, qui est un journal très hostile au roi et à la cour, le journaliste souligne, fait des reproches très vifs au roi qui n'a pas voulu se déplacer pour aller prêter serment sur l'autel. On pensait qu'il allait traverser la haie d'honneur formée par la garde nationale, qu'il allait monter sur l'autel et que, comme Lafayette avant lui, il allait prêter serment sur l'autel. Et le roi a dit qu'il pleuvait trop, aurait dit qu'il ne voulait pas, qu'il ne pouvait pas y aller et aurait prétexté la pluie pour justifier qu'il prêtait serment depuis sa place dans la tribune. Et donc le journaliste remarque un roi qui essuie à la chasse les pluies les plus abondantes et qui ne marche pas parce qu'il pleut au milieu des représentants de la nation délibérante et armée, qui ne prend pas la peine d'aller de son trône à l'autel pour donner à un peuple la satisfaction de les voir prêter serment. Donc c'est pour Prud'homme ou Loustalot un signe évident de sa mauvaise volonté. Et c'est vrai que sur le tableau, il n'est pas au centre, il est à droite. Alors évidemment, on peut hésiter. Sur quoi tombe la lumière ? Il y a de la lumière qui tombe un peu sur l'autel de la patrie, mais beaucoup moins que dans le tableau de L. David. Et c'est vrai qu'il y a une autre percée au milieu. Et si on suit les lignes plus claires, on arrive vers Lafayette, peut-être vers le roi. J'ai l'impression qu'on est dans une sorte de compromis. On l'éclaire, mais on le met bien de côté. On le représente. Il peut toujours servir, on ne sait pas. Ce ne serait pas prudent de ne pas le mettre. Mais ça n'est évidemment pas lui qui est au centre du tableau. Les personnages qui sont plus proches de la flaque d'eau m'intéressent davantage. Alors, cela peut être moins en rapport avec la pluie. C'est l'une des hypothèses qui est faite s'il y a des commanditaires, si ce sont des commanditaires privés. Ça pourrait être ces personnages-là. Mais ici, donc, tout à fait en bas à gauche, un jeune marchand qui vend des bouteilles avec un panier plein de victuailles. Et puis surtout, alors ici, de l'autre côté, au fond, une esquisse
avec une marchande, cette fois-ci une femme, et un garde qui l'étreint, qui l'embrasse. Et surtout ce groupe-là, près de la flaque d'eau, ils prêtent serment, ils s'étreignent, peut-être qu'ils commencent une ronde, qu'ils dansent. Voilà, ils dansent sous la pluie, malgré la pluie, ou après la pluie, comme vous voudrez. Mais on peut dire, comme le Journal de Paris, que la pluie n'a rien arrêté de leur réjouissance. La dame habillée en blanc avec le bébé, c'est pas Louis XVII et Marie, c'est pas la reine? Non, non, non. La reine, elle est aussi là. Alors, je ne peux pas zoomer. La reine, elle est derrière le roi. Voilà, là. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Là, c'est la reine avec le dauphin et sa fille qui sont là aussi, mais légèrement coupées. On ne les voit pas entièrement. Moi, c'est bien le petit personnage en vert sur les marques, c'est ça? Le roi, oui. Tenez. Celui qui tend le bras en haut sur les marques. Je vais vous le montrer. On va zoomer. On va zoomer. Je vais faire comme ça. C'est pas ma souris, j'ai pas l'habitude. Elle est inversée. Voilà. Et la reine est dans la tribune. Et la reine est derrière lui. Le roi est là. Voilà, j'arrive pas à grandir plus. Donc, plutôt la joie. Plutôt la joie. Donc, plutôt la lumière, plutôt le beau temps après la pluie, etc. Très bien. Mais, là encore, un doute, une hésitation ou des nuances. Et là, je pense à deux choses. D'abord, je repense... Alors, je vous remontre ces personnages-là. Et puis, je repense et je fais un gros plan sur la gravure de la prise de la Bastille. Et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Des corps mêlés, beaucoup d'armes, des armes en l'air, des drapeaux en l'air. Or, c'est une toute autre scène. Ici, c'est la scène de... Le personnage qui est au milieu là, c'est le marquis de Launay, c'est le gouverneur de la Bastille. Sa tête ne va pas rester longtemps sur ses épaules. Et donc, je me dis qu'il y a quelque chose dans cette fédération, avec la pluie, parce que la pluie est là. C'est pour ça que je dis que la pluie, elle n'a pas complètement disparu, qu'elle est encore très présente. Mais j'ai une autre raison de dire ça. Encore une fois, c'est que le tableau, il est fini en 92, il est fait en 91, c'est-à-dire que le tableau, il est fait après le 17 juillet 1791. Or, le 17 juillet 1791, il y a eu une fusillade sur le Champ de Mars, au même endroit. La foule s'est rassemblée nombreuse ce jour-là pour signer une pétition demandant la République. Parce que, 3 semaines plus tôt, le roi avait pris la fuite, avait été arrêté à Varennes, était revenu, contraint et forcé. Et les républicains poussaient pour qu'il soit destitué. Ce qui n'a pas été fait parce que la Constitution était presque terminée et que une majorité de ceux qui avaient le pouvoir de décider ont décidé qu'il fallait faire avec ce roi-là la Constitution qui avait fait l'objet d'un travail tellement important. Mais voilà, quand Thévenin peint ça, il y a eu ça, il connaît aussi ces images-là, il connaît cet événement-là, et je ne peux pas imaginer qu'il puisse s'affranchir complètement de cet événement, de cette autre journée de juillet, sans pluie, d'après ce qu'on en sait, mais qui change quand même le sens, ou qui, disons, fait que la pluie n'est peut-être pas seulement à écrire au passé. Les nuages noirs font bien partie du tableau, d'un présent du tableau, voire même d'un avenir possible. Ces gardes nationaux, principaux artisans de la fête, honorés par leur défilé avec les fédérés, mis en valeur dans le tableau, sont ceux qui ont tiré sur le peuple au même endroit, un autre mois de juillet. Les nuages noirs du tableau disent aussi quelque chose de cela. Donc pour conclure, c'est un tableau dont le sens est ouvert. C'est la célébration d'un beau jour de la Révolution, d'un moment d'unité, ou au moins d'un moment où le désir d'unité a été particulièrement fort. Et si ce tableau avait été fini en 90 ou en 91, il aurait probablement été montré, il aurait pu avoir sa place, peut-être à l'hôtel de ville, puisqu'il met surtout en valeur les gardes nationaux et la municipalité parisienne. Et c'est une bonne chose qu'il soit au musée Carnavalet aujourd'hui, ça tombe plutôt bien. Mais c'est un tableau sombre aussi,
Quant à la pluie, pour finir sur ce qui nous intéresse, la pluie est historique, il a bien plu ce jour-là, elle est aussi discrètement pittoresque, elle est surtout un moyen pour Thévenin de donner sa couleur à l'événement, et cette couleur, c'est une couleur changeante, qui peut être claire et sombre, qui peut être les deux à la fois, c'est-à-dire en fait qu'elle est la couleur du temps. Comme la robe de peau d'âne, évidemment. Et je m'arrête ici.